Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le rapport des experts de l'Union européenne sur le déroulement des récentes élections législatives a été très durement ressenti par le régime. Et de fait, cette mission européenne d'expertise électorale, c'est sa qualification, Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le dernier rapport des experts de l'Union européenne sur le déroulement des récentes élections législatives a été très durement ressenti par le régime. Et de fait, cette mission européenne d'expertise électorale a été dépêchée un peu pour la forme et surtout à la demande officielle de l'Algérie. Tout le monde s'attendait donc à ce qu'elle ne fasse pas trop de vagues. Oui, c'est le régime lui-même, par l'entremise de l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui a sollicité l'Union européenne. Et celle-ci a répondu favorablement, mais les décideurs algériens s'attendaient vraisemblablement à ce que les experts européens, 4 en tout, quatre experts, se consacrent plutôt aux délices de Capoue que leur avaient réservé les chargés de mission qui sont occupés de leur confort et de leur virée touristique. Le régime algérien voulait le beurre et l'argent du beurre. Des experts européens censés observer le déroulement des élections et leur silence, donc leur connivence sur les irrégularités systémiques et systématiques qui allaient distinguer ces élections. À plus forte raison que c'était un secret de polichinelle pour tout le monde que ces élections allaient être l'objet du boycott le plus massif jamais observé. Donc, pour en réduire l'impact, une opération bourrage des urnes, de grande envergure. Le régime n'avait pas le choix. Il ne pouvait laisser passer en l'état le véritable taux de participation qui n'excéda pas les 15%. Certains parlent de beaucoup moins. Les experts de l'Union européenne ne pouvaient de toute façon pas faire davantage que d'observer de loin et de recueillir les avis de la société civile et des acteurs politiques. 4 observateurs pouvaient-ils surveiller 53 124 bureaux de vote? Quand on sait que les élections en Algérie sont toujours et sans aucune exception connue l'objet de fraude et de bourrage. Mais il n'empêche l'un dans l'autre que le rapport de la mission mérite d'être salué pour son honnêteté et son sérieux, même s'il est resté très réservé et qu'il a évité soigneusement de condamner clairement les pratiques qu'il dénonce de façon un tant soit peu diplomatique. Mais que dit le rapport? En substance, et après avoir fait le constat de pratiques qui ne nomment pas,
mais qui ne montre pas moins du doigt. Il recommande à l'État algérien de prendre des dispositions incontournables pour les prochaines élections. Et il ne faut pas sortir de l'Institut des hautes études politiques pour comprendre que ces élections législatives se sont, cette fois-ci encore, distinguées par des pratiques malhonnêtes. Ce rapport doit être lu de tout le monde, et tout particulièrement la quinzaine de recommandations qu'il adresse à l'État algérien. Même rédigé dans des termes très ronds, très lisses, il est sans appel et pointe une fraude électorale massive, qui ne s'embarrasse ni de la loi, ni de l'opinion publique, ni même celle de l'Europe qui a pourtant été sollicitée pour donner une caution indirecte à une élection truquée par avance. 2 points doivent être relevés. D'abord, est-ce que ce genre de rapport n'est pas un précédent? Non, ce n'est pas un précédent, loin s'en faut. Le dernier en date, relevant de la même Union européenne, avait été rédigé par une mission d'expertise de l'UE après les élections présidentielles du 17 avril 2014. Les termes en étaient si accablants que le régime algérien avait développé des efforts considérables pour qu'il ne soit pas rendu public. Il fut donc mis en sourdine d'une certaine façon. Mais lorsqu'il put être consulté, les gens qui s'y sont intéressés ont été impressionnés par les termes du rapport, très durs pour le régime algérien, et qui reconnaissent souvent, sans détour, que ces élections présidentielles ont été une grosse farce. Je ne citerai que ce passage. Je cite, passage du rapport sur les présidentielles 2014. Avant la présidentielle, il a été procédé à un changement conduisant à la nomination de proches du président à plusieurs postes importants de l'administration publique et des institutions de la République, à l'image de la présidence du Conseil constitutionnel. Fin de citation. Le deuxième point à signaler a été la réaction de Abdelwahab Derbel, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, l'AIS. Une réaction qui montre à quel point cette structure a été plus un complice du régime dans l'organisation de la fraude qu'une structure chargée de surveiller les élections. Parlant des experts de la mission dont il dit qu'ils sont les frères européens, al-Ikhwan européens, il a déclaré crûment que la mission d'expertise européenne est à côté de la plaque. C'est son propre terme. Ils sont à côté de la plaque. Que les Européens ont été mal informés, qui ne connaissent pas notre culture, je le cite, qui n'ont pas de background sur notre société et son fonctionnement, sur ses élites et ses juristes. Et plus loin, il dit « Je trouve tout à fait normal dans ce cas précis que le rapport comporte des préjugés. » Fin de citation. Et il déplore qu'une copie du rapport ne lui ait pas été adressée et il en veut aux experts à qui il semble reprocher de ne pas avoir la gratitude d'y vaincre. Voilà ce qu'il dit. Nous nous sommes pourtant bien occupés d'eux. Fin de citation. Aujourd'hui, Liberté. Organisation des élections législatives de mai 2017, le rapport accablant des experts de l'Union européenne. TSA. L'Union européenne pointe du doigt les dysfonctionnements des élections en Algérie. Par Yassine Babouche. Algérie Focus. Législative 2017, rapport accablant des experts de l'Union européenne, par Rania Ariles. Nous allons écouter un extrait de cette fameuse déclaration de M. Abdelwahab Derbel, le président de l'AIS. الإخوان الأوروبيين لما جاءوا مرحب بهم بدعم الدولة الجزائرية، أعطيناهم جميع المعلومات، فتحنا لهم جميع الأبواب، انتقلوا في كل ما كان حبوا، أعطيناهم جميع الوثائق حول الانتخابات. بعد ما كملوا كل عملهم
أنا رئيس الهيئة نقرأ التقرير من الصحافة. الحمد لله أني قرأت من الصحافة الجزائرية مش من الصحافة الأجنبية، وهذا في اعتقادي لا أخلاقي. أنا سعيد بكل ملاحظة تنبهنا إلى خطأ أو تنبهنا إلى شيء نسيناه أو تنبهنا إلى شيء يفيد البلد، أنا سعيد به. في تقريرهم كان كثير من المسائل هذه وأنا سعيد بها أيضا. أنا ما شفتش باللي التقرير الأوروبي هذا فيه ما عادي جدا. أنا كنت نقول لزملائكم صدقوني الشيء اللي درناه احنا يعني بلا مبالغة 99 مرة خير من اللي داروا هما من الملاحظة. Monsieur Derbel dit que de toute façon son rapport à lui est 99 fois plus important que celui de la HIS. Pourtant, on n'a pas encore vu le rapport de cette fameuse HIS jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de rapport. Mais sinon, donc, il reproche aux experts de ne pas lui avoir envoyé une copie. Il dit avoir lu le rapport dans la presse, ce qui n'est pas rien. Donc, pour en parler, nous allons recevoir Faisal Mattaoui, Faisal Mattaoui, journaliste depuis Alger, Yahya Mkhioba, journaliste et membre de Rachad depuis Paris, et Zoher Ruiz, président de Jil Jadid Europe, qui nous parlera depuis Paris. Faisal Mattaoui, merci d'être avec nous. Zoher Ruiz. Oui. Zoher Ruiz, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation par téléphone. Merci à vous. Merci. Alors, voilà, la mission plutôt d'experts européens a rendu son rapport qui est relativement accablant, même s'ils ont fait très attention à ne pas user de termes qui condamnent clairement, mais par rapport à tous les points évoqués, il ne fait aucun doute qu'il pointe du doigt une fraude massive et des entorses massives, autant qu'elles sont plurielles, de la loi et de la Constitution. À votre avis? En effet, ce rapport, en fait, pose deux points importants, me semble-t-il. Un point qui est assez fondamental, qui est d'ailleurs qui a trait à la première recommandation de ce rapport, c'est l'absence d'état de droit en Algérie. Et puis le deuxième gros point est relatif à l'organisation des élections de manière générale en Algérie, à leur transparence, etc. Quand on revient sur le premier point, qui est pour moi la base de ce rapport, il est indiqué noir sur blanc que l'État algérien doit maintenant mettre dans le cadre législatif un certain nombre de dispositions qui permettent de garantir les droits fondamentaux, les libertés publiques, la liberté d'expression. Et il rajoute, là je les cite, je le lis, indispensable afin de garantir un véritable état de droit en Algérie. Cela veut dire, et même s'il y a derrière, quand bien même il y a utilisation d'un langage diplomatique, mais là on ne peut pas être plus clair pour dire que en Algérie, la commission de ces personnes-là considère qu'il n'y a pas d'état de droit et qu'il va falloir le garantir par la transposition d'un certain nombre de normes. Et en l'occurrence, Zoher Ruiz, en l'occurrence, pour comparer avec ce qu'a dit M. Tebboune au sujet du renforcement de l'état de droit, eux ne parlent pas de renforcer de l'état de droit, mais de l'établissement d'un état de droit. Absolument. Donc, ils remettent les choses à leur place. C'est ce que nous disons, c'est ce que dit la société civile et les partis politiques. Et c'est des choses qui sont connues, qu'il n'y a effectivement pas d'état de droit. On ne peut pas considérer qu'il y a un état de droit lorsque vous avez des journalistes qui sont poursuivis pour avoir offensé le chef de l'État, lorsque vous avez des partis légalement qui ont toute la légalité pour eux, mais qui ne peuvent pas exercer leur activité convenablement. Il n'y a pas d'état de droit lorsque, pour faire une réunion d'assemblée générale d'une association ou d'un congrès d'un parti, il faut demander une autorisation au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas d'état de droit lorsque vous ne pouvez pas, comme vous, une chaîne de télévision privée, exercer librement en Algérie.
Il n'y a pas d'état de droit lorsque vous ne pouvez pas créer une association comme vous voulez. En tout cas, voilà, il n'y a pas d'état de droit. En tout cas, il n'y a pas de droit, Zoher Rouis, je crois, dans un pays où, la séparation des pouvoirs n'est pas consacrée et que tous les pouvoirs sont confondus entre les mains d'une seule bande, j'allais dire. Oui, il n'y a pas non plus effectivement d'état de droit quand tout ça est mélangé, que lorsque les institutions elles-mêmes ne jouent pas leur rôle, et je pense en premier lieu au Conseil constitutionnel qui ne joue pas son rôle. Voilà, donc c'est ce que confirme ce rapport. Et puis le deuxième point, effectivement, il a trait à l'organisation en Algérie des élections. Et là, je pense que personne n'est étonné. M. Delbel peut feindre l'étonnement. Tout le monde sait que les élections ne sont pas libres. Tout le monde sait que l'institution qu'il a présidée n'avait aucun rôle, aucune capacité pour organiser le scrutin, le contrôler et garantir des résultats honnêtes, etc. Donc tout le monde sait qu'il a rempli une mission. Maintenant qu'il n'ait pas été, que la commission n'ait pas jugé utile de lui envoyer le rapport, je pense qu'elle a très bien compris quel était le tempérament de ce serviteur et qu'elle a bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer à le considérer comme étant voilà, le représentant d'une institution légitime, une institution fiable, une institution avec laquelle il faut traiter. Voilà. Restez avec nous, Zoher Rouis. Yahya Mkhioba, merci d'être avec nous, Yahya. Yahya Mkhioba. Allô? Yahya Mkhioba, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, Jamal. Merci. Alors, Yahya, ce rapport de la mission d'expertise européenne a rendu son rapport. Il est moins violent et moins direct que celui rendu après les élections présidentielles de 2014, mais il n'en montre pas moins du doigt et il n'en pointe pas moins une fraude massive à travers une foule de constats et d'observations et de recommandations qui montrent à l'évidence qu'il y a eu fraude massive. Oui, bonsoir c'est Jamal, bonsoir à vos téléspectateurs. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de ces missions d'observation et surtout les missions d'observation électorale envoyées par l'Union européenne. Sincèrement, en tant qu'Algérien, je n'attends pas que l'Union européenne, à travers ses experts technocrates, l'année 2017, pour qu'ils viennent m'informer que mon pays, l'Algérie, n'est pas un état de droit, ou que les élections n'y sont pas organisées de la manière la plus conforme, la plus transparente possible. L'Union européenne fait de la géopolitique, ce qui est normal. Moi, je vous invite à revenir au rapport des experts observateurs de l'Union européenne sur les législatives de l'année 2012, il y a 5 ans de cela. À leur tête, c'était un Espagnol. où ils avaient rendu public un rapport faisant des élections algériennes l'équivalent des élections en Norvège ou en Suède, où ils avaient dit que les élections s'étaient bien passées, qu'il n'y avait pas de fraude, que tous les moyens administratifs et tous les moyens au niveau pour les partis politiques et les candidats ont été offerts à travers les médias lourds et tout. En lisant ce rapport-là, qui a été même exposé à Genève militaire en présence de la télévision algérienne officielle, l'APS et tous les médias algériens, à l'époque, l'Union européenne n'avait pas intérêt à ce que le climat politique ou la chose politique en Algérie évolue vers la démocratie. Cette année-là, il y avait aussi, en 2013, il y avait le coup d'État en Égypte, où on a vu Catherine Ashton, après avoir rencontré le président Morsi et les instances du gouvernement égyptien légitimement élus qui étaient emprisonnés après le coup d'État du général Sisi, juste après passer une semaine de vacances à Sharm el-Sheikh au bord de la mer Rouge, alors que les véritables politiques élus en Égypte étaient en prison et même torturés. Donc c'est pas l'Union européenne qui va venir aujourd'hui me dire que l'Algérie
c'est pas un État de droit ou c'est une dictature. Je vous invite juste un petit peu à lire le contexte actuel, qui est le rapprochement du régime algérien, du gouvernement algérien, avec la diplomatie américaine, et notamment après le retour de Chakib Khalil. Il faut savoir que l'Union européenne fait de la géopolitique, elle défend ses intérêts, surtout économiques, avec des pays faibles comme le nôtre, parce qu'ils sont faibles par leur non-légitimité politique. Mais Yahya, quoi qu'on en dise, d'abord, nous ne comprenons pas que ce soit l'État algérien qui demande la présence de ces missions, alors qu'il sait très bien qu'il va frauder, qu'il le sait très bien, qu'il n'a pas le choix. D'abord, il y a ça qui est un peu étonnant. Surtout qu'après le premier rapport de la mission, après les élections présidentielles 2014, le rapport qui a été rendu a été accablant, à tel point que l'Algérie a tout fait pour qu'il ne soit pas publié. Mais là, il récidive en demandant encore une fois l'arrivée de cette mission. Et il faut reconnaître, quoi qu'on en dise, que lors des présidentielles ou lors des législatives, alors qu'il n'avait que 4 experts sur le terrain pour 52 000 bureaux de vote, ils ont quand même rendu un rapport assez consistant et assez significatif. C'est pour vous dire que combien on peut avoir 4 experts, quand on veut orienter un rapport et dire qu'il y avait de la fraude, avec 4 experts, on peut le faire. Et quand on peut avoir des dizaines d'observateurs, comme c'était le cas en 2012, et dire que les législatives s'étaient bien déroulées. C'est juste pour vous démontrer aussi que même l'Union européenne, c'est pas des anges. Ils ont des intérêts et ils produisent des rapports selon la conjoncture et selon la nature des rapports qu'ils ont avec cet État. L'Algérie, on revient à l'Algérie. L'Algérie, c'est un État faible. C'est un État qui a besoin, c'est un régime plutôt, c'est un régime qui a besoin de plus de soutien, notamment un soutien occidental, pour dire, voyez, moi j'ai des élections, j'ai des institutions, j'ai une opposition parlementaire, donc laissez-moi tranquille sur ce plan-là. Parce qu'ils savent très bien que le sérieux, c'est où? C'est la négociation autour des grands projets économiques, de l'implantation des usines de voitures et surtout l'économie de l'énergie, des hydrocarbures. Restez avec nous, Yahya, je reviens à vous dans un moment. Zoher Ruiz, vous avez demandé à ce qu'on vous libère assez tôt, mais avant de vous laisser partir, dites-moi, tout à l'heure, je discutais avec un collègue, un journaliste, il était assez amer, il m'a dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec la violence, ça a abouti au massacre des nôtres. C'est le peuple qui a payé le prix très lourd, parce qu'on a voulu se révolter de façon violente. Avec le boycott, avec l'abstentéisme, ils ont quand même fait passer ce qu'ils ont voulu faire passer. Avec le boycott, un boycott jamais observé jusque-là, ils ont quand même pu passer un Parlement élu à moins de 15%. Et maintenant, même avec ces rapports de mission dont ils attendaient qu'ils leur fassent le petit cadeau de regarder ailleurs. Et ça continue. Alors, à votre avis, Zoher Ruiz, vous qui êtes dans un parti politique d'opposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, pour poursuivre sur ce que je disais tout à l'heure et ce que vient de dire Yahya, que je salue, la mission européenne, les Européens, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les partenaires étrangers de l'Algérie ne découvrent pas, ni avec ce rapport, ni avec les rapports précédents, la situation de l'Algérie, c'est-à-dire l'absence de liberté, l'absence d'état de droit. Ils ne le découvrent pas en venant répondre à la demande des autorités algériennes. Ils savaient parfaitement comment les choses se déroulaient. Ils ne découvraient pas ni M. Derbel, ni la commission qu'il a présidée, ni les conditions d'organisation de ces élections. Tout ça, ils le savent, tout ça, ils font avec, ils le couvrent d'une certaine manière depuis un moment. Mais néanmoins, vous avez là aujourd'hui un rapport qui rentre effectivement, ce rapport-là à charge, il rentre effectivement dans le cadre d'un certain nombre de mouvements, on va dire. Yahya en a parlé là brièvement, le positionnement de l'Algérie vis-à-vis des États-Unis, et ainsi de suite. Mais il rentre dans un cadre plus général de repositionnement aussi de l'État français sur un certain nombre de sujets. Et on a vu comment le président Macron outrepasse l'Algérie pour
pour tout ce qui concerne la sécurité dans le Sahel, etc. Donc ça rentre dans ce dispositif-là. Maintenant, et nous dans tout ça, et quel est l'avenir? Oui. Il ne faut pas croire que l'Algérie est un long fleuve tranquille et que finalement il peut se passer ce qui peut se passer, le régime reste fort, reste en place et on a l'impression comme ça en apparence que rien n'a bougé. Or, et vous l'avez dit, les choses bougent. Le régime s'est largement fragilisé, largement fissuré et le régime de Bouteflika actuel de 2017 ne ressemble en rien au régime de Bouteflika de 99, de 2004 et ainsi de suite. Il est largement discrédité, les choses sont béantes, la population a pris de plus en plus conscience, elle n'est pas dupe, elle n'a jamais été dupe d'ailleurs, et par contre elle prend de plus en plus conscience qu'elle peut jouer un rôle, c'est-à-dire son rôle, même son rôle d'abstention peut avoir un effet. Et je peux vous dire que les choses vont continuer. Il y a des lames de fond qui traversent le pays et qui feront bouger, qui font déjà bouger les choses. Et je peux vous dire qu'un Parlement comme celui qui vient d'être élu aura encore moins de chances de durer dans le temps ou de représenter quoi que ce soit que le Parlement précédent et les autres parlements. Oui, mais le régime, Zoher Rouez, le régime ne semble pas s'en inquiéter outre mesure. Il n'y a qu'à voir la dernière lettre du président Bouteflika, enfin celle qu'on lui a attribuée, où il parle de l'organisation de récentes élections législatives. Il en parle comme si c'était vraiment une victoire du peuple algérien qui vient de désigner ses représentants sous la direction très sage du présidentissime. Oui, ils ont besoin de continuer à vendre du vent, ils ont besoin de continuer à entretenir un décor, mais l'intérieur est complètement ravagé. Et en apparence, il vous semble, mais bon, je pense que vous êtes bien plus avisé que ça, mais il vous semble qu'ils sont toujours aussi forts ou qu'ils se renforcent davantage. Or, on sait bien, même le président Bouteflika est affaibli depuis, par exemple, le dernier remaniement ministériel. Tous les ministres qui étaient dans le précaré de Bouteflika, les affidés de Sellel, de tous ceux qui étaient là, sont tous partis. Green et ça, ils ont tous été débarqués. Donc, je peux vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être attentif qui se passent de l'intérieur. Mais en tout cas, les derniers actes ont contribué à fragiliser davantage le précaré, Bouteflika et le précaré. Zoher Rouez, avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous pensez de la réaction qui confine vraiment à de l'hystérie de M. Derbel, qui, rappelons-le, a été nommé président de la haute instance de surveillance des élections, élections qu'il n'a pas surveillées du tout, pour lesquelles il n'a pas encore rendu son rapport, et qui semble s'offusquer que la mission d'experts ait rédigé un tel rapport, alors qu'il devrait s'en réjouir, puisqu'il a constaté de lui-même un nombre incalculable de fraudes qui sont passées en direct à la télé d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Écoutez, sa réaction d'abord, elle fait honte à l'Algérie, parce que avec sa déclaration de dire que la mission de l'Union européenne ne connaît pas notre société, notre culture, comme si que notre société et notre culture étaient compatibles avec la fraude électorale et l'absence d'état de droit. Donc c'est vraiment lamentable d'avoir des personnages de ce type qui puissent représenter une institution, même une institution sur les élections, et qui puissent s'exprimer au nom de cette institution. La deuxième chose, il a parlé de l'Algérie comme étant un pays du tiers-monde. C'est lui-même, dans sa tête, qui représente le tiers-monde. Je peux vous dire que les Algériens ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi les commissaires, en tout cas les experts de l'Union européenne, l'ont ignoré dans la diffusion de leur rapport. Et lui-même, d'ailleurs, ne diffusera pas de rapport. Ils viennent
il vient de se faire, il vient d'enterrer lui-même son rapport avec et sa réaction et le rapport des experts de l'Union européenne. Mais pour finir et revenir sur votre question précédente, le salut ne viendra que des Algériens. Il viendra des bonnes volontés qui s'impliquent pour construire un véritable état de droit et qui militent pour ça, qu'elles soient dans la société civile ou les partis politiques. Et c'est avec l'implication soutenue, accrue des Algériens dans leur propre destin, soit dans les associations, soit dans les partis, peu importe, quelles que soient les structures localement, etc. C'est leur implication et la prise en main de leur destinée qui fera qu'on imposera un jour ou l'autre un état de droit. Et je peux vous dire qu'on en est plus proche que là où on en était il y a 4-5 ans. Donc, on le sait, ce n'est pas de ce rapport-là, et évidemment, ce n'est des experts européens, et ce n'est pas non plus de ce genre de personnage comme M. Derbel que viendra le salut de l'Algérie. Zoher Rouis, merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Nous essayons toujours de joindre Faisal Mattawi et Boukhalifa Ben Mamar. Je reviens à Yahya Makhioba. Yahya, je suis tenté de vous poser la même question que Zoher Rouis au sujet de M. Derbel et de sa réaction très vive, très indignée, qui ne comprend pas que des gens dont on s'est si bien occupé, nous a-t-il dit, pourtant on s'est très bien occupé d'eux, parce qu'il croit, lui, qu'il suffit de les loger dans un 5 étoiles et de les promener un peu sur le front de mer pour qu'ils se sentent obligés de respecter le sel. Qu'est-ce que vous en pensez, Yahya? Alors, il faut savoir que M. Derbel était, quand il a rejoint le gouvernement, quand il était Hezb al-Nahda, il a été envoyé par Bouteflika comme étant ambassadeur et représentant de l'Algérie au sein de l'Union européenne. Donc je pense que pendant cette époque-là, il a pu tisser des rapports un petit peu personnels et professionnels avec des responsables toujours technocrates de l'Union européenne. Donc il y a cette histoire de non-respect puisque le rapport ne lui a pas été transmis officiellement et qu'il a pu reconnaître un petit peu le fond à travers la presse. Après, il faut savoir que les responsables algériens, vous voyez maintenant M. Derbel, ne s'est pas offusqué, ne s'est pas étonné, n'a pas réagi avec la même violence par rapport, par exemple, aux vidéos qui ont circulé sur Internet autour de la fraude, où on n'a pas réagi aux accusations des partis politiques et des candidats qui ont accusé le régime d'avoir fraudé. Le plus important pour M. Derbel et pour le régime algérien, c'est comment ils sont vus à l'étranger et surtout en Occident, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Maintenant, s'il y a un rapport négatif de la part de l'Union européenne par rapport à ces élections, M. Derbel sait très bien que au sein du régime, on va venir le voir, lui demander pourquoi tu n'as pas bien fait son travail. Et c'est surtout qu'on va lui sortir le rapport de 2012 qui était positif et pourquoi en 2017 c'est négatif. Et on va essayer de lui coller la responsabilité. Ça, il le sait. Sur le plan personnel, je pense qu'il va le payer sa carrière. Oui. Mais maintenant, le fond de la chose, c'est que on en vient toujours, après 25 ans ou 30 ans d'ouverture politique opérée en 89, à faire appel à des institutions étrangères et surtout des institutions gouvernementales. Moi, j'ai rien contre ce que des ONG puissent surveiller des élections. On fait appel à des institutions gouvernementales pour surveiller nos propres élections et leur permettre de produire des rapports sur la bonne organisation ou pas de ces élections. C'est dire que le régime algérien ou l'État algérien n'est pas souverain, n'a pas encore atteint sa souveraineté à 100%, et c'est dire combien le régime a peur de la réaction occidentale concernant sa politique intérieure. Si on avait une politique intérieure homogène avec une classe politique autour d'un modèle politique de consensus, c'est-à-dire des élections libres, c'est-à-dire une liberté de la presse, liberté d'exercice politique et participation à la prise de décision et alternance réelle autour du pouvoir, comme c'est le cas dans certains pays. Notamment, c'est pas pour admirer le régime, mais je citerai la Malaisie ou la Turquie ou l'Afrique du Sud qui ont fait des transitions réussies. On n'en serait pas à ce genre de rapport ou de contre-rapport ou de mission d'experts. Il faut savoir qu'en Turquie, aujourd'hui,
ou en Afrique du Sud, quand on organise des élections, on n'appelle pas les experts de l'Union européenne pour venir observer ses propres élections, parce qu'on a réglé la chose politique sur le plan interne. Nous, on est toujours dans un régime dictatorial qui a besoin plus de légitimité et de crédit venant de l'étranger. Je pense qu'il ne faut pas s'en offusquer. Mais Yahya, toujours au sujet de M. Derbel, et de son absence de réaction justement à la fraude, lui qui surréagit maintenant au rapport de la mission d'expertise, est-ce que lui n'a pas vu ces vidéos innombrables dont nous avons passé au moins une quinzaine sur le top 3 où on voit de la fraude en direct. Pourquoi il n'a pas remarqué cette panne d'électricité qui a eu lieu aux 4 coins du pays à la même heure, donc qui provient certainement d'un ordre, et elle est survenue au moment de la prolongation qui a été accordée. Pourquoi il n'a pas vu les irrégularités qui ont été signalées par centaines? Pourquoi il n'a pas vu les violations de la loi qui ont été signalées par milliers, par des citoyens, preuve à l'appui, Pourquoi il n'a pas réagi à cette première, comment dirais-je, action du ministre de l'Intérieur qui a tenté d'occulter le nombre des bulletins nuls, alors qu'il lui est fait obligation de les rendre publics dès la proclamation des résultats? Pourquoi n'a-t-il pas fait état du véritable taux de participation qui est de 15% ou moins et qui a été gonflé à presque 30%? Et là, pour un simple rapport d'une mission d'expertise européenne, il donne une conférence de presse, il rue dans les brancards. Oui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, M. Derbel et le régime en entier, ils ne sont pas dans la logique de la politique intérieure algérienne, algérienne, c'est-à-dire ils ne sont pas dans une logique de vouloir construire un pays sérieux à travers la construction d'institutions politiques sérieuses, légitimes et crédibles. Ils ne sont pas dans cette logique. Leur seule logique, c'est de maintenir le pouvoir avec la force, en essayant d'amaduer les masses populaires par l'achat, et je dis bien l'achat de la paix sociale, à travers le financement de quelques produits de grande consommation, à travers le financement du logement, l'augmentation de salaire et l'augmentation de retraite, par le budget de l'État, bien sûr. Et ça, sur le plan intérieur. Ils ne sont pas dans la logique du règlement politique sérieux des affaires algériennes. Ils sont dans une logique du maintien. Allô? Oui, je vous entends, Yahya. Je vous entends, poursuivez. Alors, ils sont dans la logique du maintien, disons, de la paix et disons, des bonnes relations, surtout avec l'Occident. Ils savent très bien que s'ils sont en poste, que ce soit M. Derbel ou M. Bouteflika ou les autres, s'ils sont encore en poste, c'est parce que l'Occident veut encore qu'ils soient encore en poste. Je vous ai cité tout au début, en 2012, quand l'Europe a voulu fermer les yeux, elle a envoyé une grande délégation, 40 ou 50 observateurs, des gens très sérieux, mais qui ont aussi pondu un rapport disant que les élections étaient bien organisées, que l'actuel Parlement, celui de 2012, était légitime à travers des élections propres et honnêtes. Donc ces gens-là, ils font de la politique, ils font de la géopolitique parce que le régime algérien les arrange et arrange leurs intérêts. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rapprochement depuis le retour de M. Cheikh Ibrahim en Algérie, il y a un rapprochement vers les États-Unis. Il faut savoir que M. Tillerson, l'actuel secrétaire d'État américain, c'est la diplomatie du pétrole, c'est la diplomatie de l'énergie. En Algérie, on a du pétrole, on a du gaz, on produit du GNL et on a la capacité de produire du pétrole et du gaz de schiste qui vient d'être libéré pour sa production aux États-Unis par le président Trump. Ça déplaît en Europe, ça déplaît à certains pays européens. Ce rapprochement sera sûrement fait sur le dos de certains intérêts européens en Algérie. Il est normal que l'Union européenne, à travers ses technocrates, entre parenthèses, nous pondent aujourd'hui un rapport accablant le régime sur l'organisation de ces élections et disant à travers ce rapport que le régime n'est pas un État de droit. Pour les Algériens que nous sommes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc il faut qu'on soit assez à la hauteur pour comprendre des changements d'attitude et des changements d'humeur de ces institutions européennes et des États. Oui, mais Yahya, par des intérêts purement économiques. Mais Yahya, à quoi sert-il de comprendre
quand ces gens semblent n'avoir aucun problème avec la fraude et avec les méthodes qui sont les leurs. Je vous donne un exemple. La CNICEL. Avant, la structure de surveillance des élections s'appelait la CNICEL au niveau national, la CUICEL au niveau des wilayas, etc. Tout le monde sait, d'ailleurs c'est la foire d'empoigne pour qui obtient une nomination à ces structures, puisque c'est très très bien payé. Vous voyez, on paye quelqu'un très cher pour qu'il ferme les yeux sur la fraude des élections. Et donc la CNICEL est devenue en fait une institution de la fraude, d'occultation de la fraude. Après, quand ça ne passait vraiment plus, c'était devenu tellement outrageant et outrancier que ça ne passait plus. Alors ils ont changé par la HIS, la haute instance de surveillance des élections. Ils ont changé l'appellation. Et qui ils ont mis à sa tête, soi-disant un gage de sincérité, ils ont mis un islamiste. Un islamiste. Et donc... un barbu, disons un barbu. Non, mais bon, pour tout le monde, c'est un islamiste. Et après, donc, il s'avère que cette HIS, il n'y a qu'à voir la réaction de ce monsieur quand les Européens ont condamné la fraude d'une certaine manière. Et le pouvoir non plus. Il n'hésite pas à solliciter ces commissions, ces conseils, ces missions, pour surveiller les élections, et après, ils les dénoncent pour avoir outrepassé leurs droits et menti sur ce qui s'est réellement passé. Alors, comment faire, Yahya? Comment faire? Comment faire? C'est quand on a des institutions sérieuses, quand on a une justice indépendante, quand on a des lois légitimes, parce que c'est pas toutes les lois qui sont légitimes. Quand vous avez un parlement pareil, tel qu'on a aujourd'hui, et puis tel que les parlements qu'on a depuis 2007, les parlements nous écrivent la loi. La loi n'est pas légitime, du moment que des parlements illégitimes les ont écrits, les ont votés. Donc c'est pas toutes les lois qui sont légitimes. Quand on a des lois légitimes, quand on a un parlement légitime, une justice indépendante, un chef de l'État légitime, un gouvernement légitime, et puis une société civile indépendante qui fait son travail. On a des contre-pouvoirs, on a des partis politiques, on a des syndicats, on a une presse, on a des médias qui sont capables de faire tomber des gouvernements. On n'en arrive pas à créer des commissions ou des autres autorités nationales pour surveiller les élections. Parce que l'élection devient un mécanisme normal dans la vie normale d'un État, de l'alternance politique au niveau national et au niveau local. Mais Yahya, excusez-moi de vous interrompre. Yahya. Je vous en prie. Mais ces gens-là, rien ne les arrête, même le boycott. Il n'y a pas plus et il n'y a pas pire pour un régime qui organise des élections qu'il y ait un boycott aussi massif que celui qui vient de se produire. C'est hallucinant. Même les boycotteurs eux-mêmes n'en sont pas revenus. Or, le régime, ça ne l'a pas fait scier du tout. Il a juste gonflé les chiffres de participation et il est passé à autre chose. Absolument. Après, un détail près, en 2017, le boycott des législatives a fait du mal au régime. Ça, il faut le dire. Il a fait beaucoup de mal au régime. Maintenant, il n'est pas arrivé à convaincre les tenants du pouvoir à ouvrir sérieusement la scène politique au reste des Algériens qui sont exclus de ce pouvoir. On n'en est pas encore là. Maintenant, il passe à autre chose, c'est normal. Et je reviens un petit peu à la question que vous avez posée à M. Ruiz, mon ami, tout à l'heure. Que faire? Il faut que les Algériens, et puis l'élite algérienne, les ingénieurs, les médecins, les techniciens, les architectes, les gens qui ont des licences en économie, en droit, les avocats, s'impliquent dans la vie politique et sociale de leur pays. On ne peut pas rester, par exemple, un exemple. Vous vivez en Europe, ça nous est arrivé en 2012, 2013, 2014, 2015, surtout 2014-2015, d'organiser des rassemblements à Paris ou à Londres pour dénoncer l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste en Algérie. À Paris, vous avez minimum 200 à 300 000 Algériens qui y vivent, ou même en région parisienne, même plus, et vous aurez, en fin de compte, 20 ou 15 personnes. Moi, je me demande, où sont ces médecins qui remplissent les hôpitaux parisiens? Où sont ces jeunes ingénieurs? Où sont ces étudiants aux universités parisiennes qui ne sont pas interpellés par l'avenir écologique de leur pays, alors même qu'ils vivent dans un pays où ils ne seront pas réprimés s'ils assistent à une marche ou s'ils assistent à un rassemblement. Il y a une démission de notre élite politique qui fait que les célèbres deviennent Premier ministre,
qui fait qu'un premier ministre passe son temps à raconter des blagues à la télé? C'est normal. Quand on démissionne de ses responsabilités, place à la médiocrité. Après, il ne faut pas s'en plaindre. Merci Yahya Mkhioba. Au plaisir de vous revoir. Nous finirons cette émission avec notre ami Saïd Aknin qui est avec nous. Saïd, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir téléspectateurs. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Saïd, j'aimerais vous voir intervenir au sujet de la réaction de Monsieur le Président de l'AIS, Monsieur Abdelwahab Derbel, qui s'est offusqué, non pas de la fraude en elle-même, du désastre de cette fraude, mais du rapport de la mission d'experts européens qui ont pointé du doigt donc cette fraude massive. Je pense que c'est une réaction qui devrait faire étude dans les plus grandes écoles de la psychologie. Je m'explique. Quand le bourreau fait le déni de ses pratiques, accusant ce qu'il montre du doigt, ou du moins ses propres pratiques, d'être bourreau à son tour. C'est une façon de se défausser et de s'éloigner complètement de ses propres responsabilités. Mais chose qui ne nous étonne pas en soi, quand on sait que ce personnel politique, lui-même, a participé à la construction du système, du régime, et toutes les pratiques nauséabondes qui freinent aujourd'hui le processus démocratique dans notre pays. Un pays dont les gouvernants ont 3 constances. La première constance, c'est le maintien du système. La deuxième constante, c'est la phobie de la société. La troisième constante, c'est le blocage de tout ce qui peut éventuellement ramener le pays dans le chemin du progrès et du vivre ensemble et aussi du développement. Le rapport en lui-même pointe un certain nombre d'anomalies qui, pour nous, ne sont pas nouvelles. La première, c'est dans le cadre juridique et des libertés publiques. C'est-à-dire, certains droits fondamentaux ne sont pas clairement explicités dans la Constitution et traduits dans la loi. Le deuxième élément, c'est le non-établissement du registre des électeurs d'une façon fiable et réelle, ce qui leur permet parfois de rajouter des morts votants ou d'effacer des votants vivants. La troisième des choses, c'est l'indépendance de l'administration électorale. On sait que l'un des instruments aujourd'hui du traficotage des élections, c'est l'administration elle-même. Le quatrième élément, c'est la transparence des opérations électorales. Selon le nouveau cadre juridique des élections, les représentants des partis politiques et candidats n'ont pas accès en tant que qualité d'observation à toutes les étapes du processus électoral. C'est-à-dire, c'est comme si leur participation est une forme de caution par rapport à la fraude. Le cinquième élément, c'est la traçabilité des résultats des élections. On ne peut pas aujourd'hui avoir d'une façon efficiente, d'une façon véridique, les résultats des élections, ce qui leur permet d'organiser la fraude. Le sixième élément, c'est l'environnement médiatique. Actuellement, il y a un monopole de l'Agence nationale de l'addition et de la publicité, l'ANEP, sur la publicité institutionnelle qui est contraire au principe de la libre concurrence inscrit dans l'article 43 de la Constitution algérienne. Et donc, qui dit monopole de la publicité sur les médias, ça veut dire l'oxygène qui les fait vivre, veut dire qu'il a la haute main sur leur ligne éditoriale et sur ce qu'ils doivent divulguer ou non. Je suis obligé de vous interrompre, Saïd Aknin. Merci infiniment de nous avoir rejoints en fin d'émission. Au plaisir de vous revoir. Merci à Yahya Mkhioba, merci à Zoher Ruiz.
Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair. Bislama.